Mesdames et messieurs, bonjour. Aujourd'hui, sur le plateau de votre télé 100% éducation, nous allons parler indépendance. Et pour ce faire, je reçois sur ce plateau l'illustre professeur Fatou Sow Sarr, directrice de l'Institut du genre et de la famille. Bonjour, professeur. Bonjour. C'est un plaisir de vous recevoir à nouveau sur ce plateau. Le plaisir est partagé, merci. Le 4 avril 1960 a été retenu comme la date à laquelle la République du Sénégal a accédé à son indépendance. Même si le chemin vers l'accession à cette indépendance est décrit aujourd'hui dans les livres d'histoire comme ayant été pacifique, nous savons que l'accession à l'indépendance du Sénégal s'est faite étape par étape et que ces étapes ont été marquées par des luttes tenues certes par des hommes, mais également, et aussi étonnamment que cela puisse vous paraître, par des femmes. Que pouvez-vous nous dire, professeur, sur le rôle de ces femmes dans l'accession à l'indépendance du Sénégal? Merci. D'abord de dire tout le plaisir que j'ai d'être ici à Télé-École et féliciter le promoteur pour l'excellent travail qu'il fait, Mr. Blue, comme on l'appelle. Oui, la lutte pour les indépendances, ce n'est pas simplement 1960. C'est tout ce qui s'est passé avant. Et il y a des étapes marquantes et nous pouvons identifier quelques-unes où les femmes ont eu à apporter leur partition. Tout ce que je peux dire en synthèse, c'est que les femmes ont été avec les hommes dans les luttes les plus importantes pour la conquête de ces droits à l'indépendance, de la liberté. Et malheureusement, une fois les indépendances acquises, on les a jetées aux oubliettes. Et je crois que nous devons revenir sur tout cela parce que la jeunesse en a besoin. Et tout à l'heure, vous avez parlé de moments marquants. Et c'est d'ailleurs comme ça que nous allons introduire ce sujet. Nous allons parler de dates. Est-ce que vous pouvez nous parler, professeur, de la période 1945? Oui, 1945, c'est un moment important à la fois pour les femmes, mais aussi pour les hommes, sur l'histoire politique de ce pays. Parce que 1945, c'est les premières élections municipales où les Sénégalais et les Sénégalaises pouvaient accéder au vote, ont obtenu le droit de vote. Ce qui s'est passé, c'est que en France, les femmes n'avaient pas le droit de vote, ni d'être électrices, ni d'être éligibles. Et c'est pourquoi je dis, ces pays qu'ils ont conquis en 1855, qui avaient à sa tête Ndaté Yalla, étaient en avance sur la France, qui a attendu près de 90 ans pour que les femmes puissent avoir accès au droit de vote. Donc c'est en 1944 que la France accorde le droit de vote aux femmes. Mais ce qui s'est passé, ils ont décidé pour les élections de 1945, les premières élections où les femmes françaises devaient participer à une élection, que pour le Sénégal, ce sont les Françaises de souche, originaires de la métropole, qui pouvaient voter et pas celles qui appartiennent aux 4 communes, Dakar, Saint-Louis, Rufisque et Gorée, qui étaient considérées comme des Françaises, qui avaient le statut de citoyenne. Et là, les Sénégalaises n'ont pas accepté cela. Et il y a 2 figures marquantes. Soukaina Konaré, qui était la cousine de Lamine Gueye, et Ndaté Yalla Fall, qui était la cousine de Ngalandou Diouf. Elle nous rappelle quelqu'un, Ndaté Yalla Fall? Oui, elle appartient à la famille de Ndaté Yalla. C'est une descendante de la Linguère Ndaté Yalla du Waalo. Donc, ces 2 femmes qui appartiennent à 2 partis adverses mettent ensemble leurs forces pour se battre contre le régime colonial. En tout cas, cette injustice qui est faite aux femmes sénégalaises, parce que pendant ce temps, on accepte que les femmes de Martinique, de la Guadeloupe et même de Madagascar puissent voter, mais pas les femmes de l'AOF. Alors, est-ce que ça avait un rapport avec la couleur de leur peau? On peut dire que c'est la couleur de leur peau, mais c'est-à-dire c'est des colonies. Ils n'ont pas accepté que ces femmes-là puissent... C'est comme ça que les Sénégalaises l'ont perçu. Quoi qu'il en soit, ces 2 femmes mettent ensemble leurs forces. Ça montre aussi, du point de vue lecture politique, qu'il y a des moments d'alliance face à l'extérieur, face à des situations. Les acteurs politiques doivent être ensemble. C'est ça, pour l'intérêt commun, parce que comme vous le dites, et c'est extrêmement important à mon sens, elle ne faisait pas partie du même parti politique. Elle n'était pas dans le même parti politique et cela m'a beaucoup inspiré, je le dirai plus tard, sur comment on a mis en place le caucus des femmes leaders pour la parité, en allant appeler les femmes de tous les partis politiques pour qu'elles soient ensemble pour une même cause. Donc ces 2 femmes-là se mettent ensemble pour la lutte. La lutte a été très intense à Saint-Louis et à Dakar. Elles ont menacé, quand le décret du 19 février 1945 apparaît, qui les exclut nommément du vote,
elles ont décidé de se battre pour leurs droits et ont menacé de s'en prendre aux Françaises physiquement. Et les manifestations ont commencé le 4 mars jusqu'au mois d'avril. Et toutes les femmes à Saint-Louis, par exemple, à Sundone, Lodo, comme on dit, à Gendar, au Silemarex, les mouvements s'amplifiaient de 200, 500 jusqu'à 2000 personnes étaient mobilisées pour cela. Et elles ont eu à côté d'elles aussi des hommes qui les ont accompagnées dans la lutte. Et il faut saluer le travail que Lamine Gueye a à faire. Donc les Salzman et autres, il y a beaucoup de noms qui sont sortis. Mais parmi ces femmes-là, il y avait une Anta Gaye, Nyanya Sen, en dehors de Soukaina Konaré et Ndete Yalla Fall. Il y en a eu aussi à Dakar, donc où les femmes se sont mobilisées et de manière soutenue. Il y a eu ces manifestations et ces menaces contre les Françaises qui finalement de toute façon ont eu peur. Mais ce qui est important, c'est que la colonie a fini par céder en avril 1945 et a pris un autre décret pour accorder le droit de vote aux femmes. Elles ont obtenu gain de cause. Mais ce gain de cause marque le début de la lutte des femmes pour leurs droits dont on les avait privées. Parce que n'oubliez pas qu'ils sont venus dans un pays où les femmes avaient accès au pouvoir, c'est-à-dire c'est une femme qui dirigeait, les femmes faisaient de la politique. C'est pas seulement le Wallo de Ndate Yalla, mais c'est le Kayor avec Yacine Boubou. Donc, on a eu des lingères dans tous nos royaumes Olof et les autres royaumes. Voilà, même dans le Foladou, je parle de Fanta Canal de Baldé. Donc, on a eu des femmes, on verra ce qui s'est passé donc, pendant cette période-là. Ces femmes se sont battues pour leurs droits. Mais ce qui est important, c'est de dire que les femmes ont arraché le droit de vote. Cela n'a pas été octroyé. Première chose, mais deuxième chose, cette bataille a été un changement de paradigme au niveau du Sénégal. Parce que ces femmes, parce qu'elles sont venues, le droit de vote des femmes a aussi changé une alternance politique. Parce que ça a permis d'avoir l'avènement de Sénégalais de souche à la tête des municipalités autres que des Français. À Dakar, donc, Lamine Gueye va battre Alfred Goux et les Noirs prennent le pouvoir à Dakar. Et Telemaxo prend le pouvoir à Saint-Louis. C'est vrai que chronologiquement, quand on regarde l'histoire du Sénégal et de ses instances de décision, c'était surtout des Français. C'était des Français, des métis. Des métis. Voilà. Des métis. Donc ça, je dis la symbolique est importante parce que l'entrée des femmes en politique a permis une alternance politique. Où c'est des hommes de couleur. C'est des Noirs d'origine sénégalaise qui prennent le pouvoir à la tête des municipalités. Je crois que c'est important, mais pas simplement cela. Elles ont permis cet avènement des hommes noirs à la tête des municipalités, mais elles ont permis aussi un changement de la langue dans la politique. De la langue. Souvent, les gens pensent à Aram Diène, parce que c'est Aram Diène qui a permis à l'Assemblée nationale au Sénégal qu'on parle Wolof. Mais bien avant cela, si le discours se fait en politique, c'est parce que l'arrivée massive de ces femmes qui étaient analphabètes a obligé les hommes politiques à utiliser la langue Wolof comme moyen de véhicule de leur discours. Donc il y a une double révolution qui s'est faite avec l'avènement de ces femmes, une alternance d'hommes blancs, d'hommes noirs à la place d'hommes blancs, mais aussi une révolution culturelle. C'est grâce à elle que la culture nationale Wolof prend le dessus sur la culture occidentale parce qu'on avait besoin de ces femmes-là. Donc, 1945, on n'a pas encore fini de l'étudier sur comment ces femmes ont influé sur l'avenir finalement politique du Sénégal. Elles ont influé sur l'avenir politique du Sénégal, mais on ne les relate pas. C'est vrai. On dira juste qu'elles se sont battues pour le droit de vote, mais derrière ce droit de vote, il y a eu tout un changement, une transformation en profondeur de la société qu'on doit à ces femmes-là. Donc, l'apport des femmes dans le changement structurel de la politique au Sénégal, c'est quelque chose à marquer. Et donc, on voit ces femmes extrêmement fortes qui sont venues parce que Soukaina Konaré, tout le monde la connaît, c'était la cousine de Lamine Gueye, mais elle a été mariée aussi à un petit-fils du roi du Djolof, un petit-fils de Albouri.
Et puis elle disait à Lamine Gueye, si tu n'es pas un homme, laisse-moi prendre ta place. Ça, on le retrouve dans les archives nationales. Dans les archives, oui. Alors, donc, et c'est très culturel. Et si c'est les femmes, on dit en wolof, en réalité, pour moi, dans ma lecture, les femmes ont toujours été dans la politique. C'est vrai. Mais c'est le modèle colonial qui est venu leur dire, vous ne faites pas de la politique. Alors, qu'est-ce qu'elles ont fait? Elles se sont investies à côté des hommes. Oui. Pour les hommes de leur lignée. C'est parce que la loi le leur interdit, mais elles ne se sont pas interdites la politique. Et elles ont continué à se battre avec les hommes. Et elles ont fait des hommes, elles ont défait des hommes, parce que quand des hommes perdent le pouvoir, parfois c'est des femmes. Quand elles gagnent, c'est des femmes. Donc c'est ça qui marque pour moi le début de la lutte pour les indépendances. Il y a une révolution culturelle, il y a l'avènement, l'installation d'hommes à la tête d'institutions, et ce sont ces hommes-là qui vont continuer à travers les partis politiques, la SFIO de Lamine Gueye, le BDS de Léopold Sédar Senghor et tous les autres, le Bloc démocratique sénégalais, donc le PAI qui va venir après. Donc une série de partis politiques qui vont être là, mais qui ont pu avancer grâce à la détermination de ces femmes-là. Donc, la première résistante, c'était Ndaté Yalla, mais la deuxième résistance à la France, c'est de dire nous exigeons nos droits. Nous voulons avoir notre avis. On a cette symbolique de ce duo de ces deux femmes, Soukaina Konaré et Ndaté Yalla Fall. Magnifique. Et ça continue dans l'histoire, parce que on a une autre date, celle de 1947. Que pouvez-vous nous dire sur cette période que tout le monde connaît aujourd'hui pour étant la période durant laquelle il y a eu ce grand mouvement social marqué par la rébellion un peu de ce qu'on appelle les cheminots? Oui, de ce qu'on en sait, il faut retourner au magnifique ouvrage de Sembène Ousmane, Les bouts de bois de Dieu, et qui explique en réalité comment encore les femmes ont pris le relais à chaque fois que les hommes étaient en difficulté. Parce que sur cette grève de cheminots Dakar-Bamako, quand les syndicats, là-bas on est dans les partis politiques et là on est dans les syndicats. À chaque fois que les hommes ont été acculés, ont été harcelés, parfois mis en prison, ce sont les femmes qui ont pris la relève pour que le combat ne s'arrête pas. Et donc ça, c'est vraiment, il faut remettre au goût du jour l'ouvrage de Sembène Ousmane. Mais cette bataille contre les cheminots, c'est la lutte des femmes africaines d'une manière générale dans l'espace de l'AOF. Parce qu'on a un autre exemple, c'est celle des femmes d'Abidjan, avec ce qui s'est passé à Grand Bassam. À Grand Bassam, quand le RDA avec les partis de Houphouët-Boigny ont été aussi acculés et les hommes mis en prison, ce sont les femmes qui ont marché de Abidjan à Grand Bassam. De Abidjan à Grand Bassam. Elles ont marché plus de 37 km. Oui, elles ont marché et elles ont décidé de mettre en place un système pour ne plus ravitailler les colons qui étaient sur place. Ah oui. Et donc, on va les asphyxier du point de vue alimentaire. Oui. Donc, on ne leur livrait plus les légumes, on ne leur livrait plus les produits de cru. Et c'est cette bataille-là qui a fait que le colonisateur a lâché du lest et les a libérés. Donc, c'était un embargo, voilà, vous avez trouvé le mot. Donc, ce qui s'est passé ici à Dakar aussi, c'est parce que les cheminots, la bataille des cheminots, souvent quand on dit cheminots, on ne parle que des hommes. C'est vrai. Parce que c'est eux qui étaient les ouvriers. Mais derrière ces ouvriers, il y avait leurs épouses. Il y avait leurs épouses qui, en fait, les soutenaient. Parce que quand pas simplement quand les hommes étaient harcelés, mais quand les hommes n'avaient plus de revenus. Oui, quand les hommes quand on fait la grève, il n'y avait plus de revenus. Mais en fait, c'est les femmes qui prenaient le relais pour pouvoir faire vivre la famille. Donc, toutes ces batailles dont on est en train de parler, ce sont des batailles où les femmes ont apporté leur part dans ces luttes contre le colonisateur. Parce que toute la bataille des cheminots, c'était aussi une lutte contre le modèle colonial. Souvent, l'indépendance, ce n'est pas seulement en 1960, c'est tout ce qui s'est passé progressivement et de manière successive et qui ont amené ces luttes
internes et ces luttes dans lesquelles les femmes avaient leur pleine part. Et malheureusement, bon, on verra tout à l'heure, l'indépendance se décline uniquement au masculin. Mais le processus qui a conduit à l'indépendance est un processus dual, où il y avait des hommes et des femmes qui se sont donnés corps et âme. Certaines se sont sacrifiées, certaines ont subi les harcèlements, les bastonnades, les abus de la police. Donc voilà, mais c'est important donc que Télé École revienne sur cette mémoire. Parce qu'on a ce devoir de mémoire pour que les jeunes générations sachent que ce Sénégal a été bâti, a été le fruit de lutte. Souvent on dit oui, l'indépendance a été octroyée, ce n'est pas aussi simple que cela. Il y a eu des batailles qui ont obligé la France à un moment donné effectivement de se retirer. C'est vrai, parce que quand on regarde historiquement ce qu'on appelle la dernière bataille pour l'indépendance, qu'on pourrait appeler la dernière bataille pour l'indépendance, qui est ce référendum où il y a eu les célèbres porteurs de pancartes, c'est comme si le général de Gaulle se débarrassait finalement de ce Sénégal qui commençait quand même à être assez bruyant. Donc vous voulez l'indépendance, prenez-la. Et ces porteurs de pancartes sont célèbres, mais surtout à travers les hommes, des noms d'hommes. Mais vous nous avez dit tout à l'heure qu'il n'y avait pas que des hommes parmi ces porteurs de pancartes. Oui, il n'y avait pas que des hommes. Je salue la mémoire de Fambaye Jacques Diop, qui en fait a permis à ce moment-là de rester vivace dans nos mémoires en créant l'association des porteurs de pancartes. Les porteurs de pancartes, c'est aussi des femmes et beaucoup de femmes. Mais ces femmes, une bonne partie d'entre elles appartenaient à une association qui s'appelle l'Union des femmes sénégalaises, l'UFS. L'Union des femmes sénégalaises. Créée en 1956. Bon, on peut les dater plus ou moins. Mais en réalité, qu'est-ce que c'était l'UFS? L'UFS, c'était les femmes, des militants nationalistes sénégalais qui appartenaient à différents partis. Leurs épouses. Oui, leurs épouses ou leurs sœurs. Le BDS, le PRA Sénégal, SFIO, etc. Donc, ces femmes-là, le PAI surtout, c'est surtout le PAI. Donc, ces femmes-là ont décidé de se mettre ensemble quand leurs hommes étaient acculés et ne pouvaient plus mener leurs activités. Elles sont déclarées associations apolitiques, mais en fait, quand on regarde la photographie de l'image de toutes ces femmes, c'était Aïda Sarr, la femme de feu Falidi Diop. Je salue sa fille Fatoumata Zahra Diop qui était à la BCEAO. Donc, il y a eu Arem Toumba Samb que tout le monde connaît. Il y a eu les Maguette Diop. C'était dirigé par une Guinéenne qui, elle, était Jeanne-Martin Cissé, parce que Dakar était le siège de l'AOF. Donc, beaucoup de choses sont parties. Les batailles sont là. Et ces femmes de l'UFS ont été les premières à fêter le 8 mars au Sénégal. Donc, c'était des femmes politiques qui étaient en lien avec les partis de gauche. Et ces femmes voyageaient, allaient en Union soviétique. En Union soviétique, oui, à l'époque. Allaient en Chine. Chercher les Aram Toumba Samb, non, partaient avec des liens parce qu'elle appartenait à une internationale des femmes. D'accord. Mais quand ils partaient dans le cadre aussi des partis politiques, les hommes comme les femmes, personne ne parlait ni chinois ni russe. D'ailleurs, c'est l'épouse de Jean Collin, feu Jean Collin, Marianne, qui faisait l'interprète. Alors donc, il y a eu ces femmes-là, on ne leur demandait pas si vous savez parler le français ou pas. Donc, elles ont participé à ces internationales, à ces réunions internationales au nom de leur parti, à égalité avec les hommes. Et elles ont mené les batailles avec elles. Elles l'ont fait parce qu'à l'époque, c'était pas facile. Quand les hommes étaient traqués ou mis en prison ou arrêtés, c'est elles qui prenaient le relais pour que la lutte continue. Donc, il faut revenir sur ces femmes de l'UFS pour voir les roses basses et autres, pour voir tout ce que ces femmes-là ont eu à endurer, à accepter, parce que c'était des femmes formées politiquement. Je salue une qui est toujours vivante, c'est Awa Gaye, qui fait partie des poseurs de pancartes. Elle devait avoir 23 ans à l'époque. À l'époque, nous la saluons. Donc, c'est des engagements très jeunes. Ces femmes se sont engagées en politique. Elle le raconte de manière magnifique. Quand il fallait poser les tracts,
afficher des tracts, des affiches plutôt dans la rue. C'est elle qui le soir, clandestine, c'est elle qui le faisait. Et c'est elle, mais la police les prenait aussi. Oui. Et souvent, elles dormaient à la police pour ne rejoindre leur maison que le lendemain matin. Donc, elles ont fait leur part dans la conquête et la lutte pour les droits de ce pays, à égalité et parfois plus que les hommes. Mais comme c'est les hommes qui sont allés à l'école française, c'est les hommes qui étaient les interlocuteurs du modèle colonial. Et de toute façon, ce modèle colonial est un modèle patriarcal. Ne l'oublions pas, ce modèle patriarcal est venu changer des règles d'une société matrilinéaire où la femme avait une position centrale. Ils sont venus changer les règles d'une société qui, dans certains espaces, était dirigée par des femmes. Et ils ont amené un modèle de société où la femme n'avait droit à rien. C'est le modèle colonial, avec le Code Napoléon de 1804, qui a décidé que la terre appartient au chef de famille et le chef de famille, c'est l'homme. Nous avions des sociétés où les femmes héritaient de la terre. Donc souvent, quand on nous dit la culture, la tradition, je dis, mais de quelle période parlez-vous? De quelle période parle-t-on? Est-ce que c'est la période avant la colonisation ou est-ce que cette culture qui nous a été imposée par le colonisateur et on nous dit que c'est notre tradition? C'est vrai, c'est vrai. Donc il y a à rechercher de clarification pour voir en quoi les modèles extérieurs ont perverti notre système traditionnel qui donnait beaucoup d'égards à la femme au point de lui donner la possibilité non seulement de participation au pouvoir, mais d'avoir la position la plus élevée dans un royaume. Elles avaient même le sentiment, c'était un devoir de participer finalement à cette vie politique et sociale. Mais ce n'est même pas un devoir, c'est naturel pour elles. En fait, c'était naturel. Comme elles étaient à la tête des royaumes, oui, c'est comme je dis, les deux dernières, Dateyala et Ndiambat Mbodj, ont dirigé le Waalo, mais leur mère, qui s'est suicidée à Nder, mais elle était le vice-Barak. Elle a conclu des accords avec le roi du Trarza. Donc, et c'est pourquoi, quand l'armée n'était pas là, elle a levé une armée féminine pour faire face à l'ennemi. Donc, nous étions dans un système où la responsabilité était copartagée. La question ne se posait pas. Est-ce que vous êtes un homme ou une femme? C'est ça. Et l'importance, donc voilà, vous regardez ce qui s'est passé au Waalo. Ndiambat Mbodj et Dateyala, c'était les filles de Fatima Warkhouria. Elle n'avait que 2 filles. Elle ne s'est jamais posé la question, je n'ai pas de garçon qui va me succéder. Ce sont ces 2 filles qui ont fini par prendre la tête du royaume. Donc, on nous a amené un modèle étranger, qu'il soit arabo-berbère ou qu'il soit français, qui reléguaient la femme au second plan. Ce n'est pas notre histoire, ce n'est pas notre culture. Et je pense qu'il est important qu'on le souligne pour que la nouvelle génération et les femmes comme moi qui faisons partie de cette toute nouvelle génération de femmes puissent avoir des références. Et c'est d'ailleurs sur ça que j'aimerais qu'on puisse terminer cette si belle émission. Professeur, on a vu dans le temps des femmes s'engager naturellement, comme vous le dites, dans la vie sociale et politique de leur société. Je pense à ces femmes de Nder qui, lorsque les hommes se sont absentés et qui ont risqué de se faire embarquer, ont préféré se suicider collectivement. Je pense à ces femmes qu'on a évoquées tout au long de cette émission et qui se sont battues tout au long de l'histoire pour l'accession à l'indépendance. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on pourrait faire pour justement faire vivre la mémoire de ces femmes, pour qu'elles ne se perdent pas, pour que des gens comme moi et comme des femmes de mon âge puissent prendre chez elles l'inspiration pour continuer à être engagées dans la vie sociale et politique de notre pays? Déjà, c'est très bien ce que vous êtes en train de faire aujourd'hui. C'est-à-dire, on a un devoir de mémoire. Il faut que les chercheurs fassent leur travail, parce que malheureusement, les chercheurs sénégalais aussi ont suivi le biais de l'école occidentale. Et ils ont raconté l'histoire avec un regard masculin et ont occulté toutes ces femmes qui ont eu à mener ce travail. Et pourtant, quand je pose la question aux historiens, ils les connaissent. C'est vrai? Mais oui, bien sûr. C'est à travers les travaux des historiens que nous connaissons tout cela. Ça rend la chose d'autant plus triste. Alors donc, maintenant, mais il y a une prise de conscience, c'est fait de toute façon d'un moment à un autre. Nous prenons conscience, nous faisons ce type de travail. Quand moi j'écris l'histoire de Talla Nder, je l'ai pris de travaux d'hommes, mais qui n'ont fait que l'effleurer. Mais ça a fait tilt dans ma tête et j'ai essayé d'aller
un peu plus loin. C'est de la même manière qu'avec Rokhaya Fall, quand elle sort l'histoire de Yacine Boubou, qu'on a mis dans l'imaginaire des Sénégalais comme quoi elle s'est faite égorger pour que son mari survive. Alors que non, c'était une femme qui est allée chercher l'alliance des marabouts pour mettre son mari au pouvoir. Et c'est une femme qui est allée chercher d'autres alliances pour évincer ces mêmes marabouts. Quand ils ont décidé de combattre, de combattre son héritage tchédou. Évidemment, les règles islamiques étaient incompatibles avec l'héritage tchédou. Donc, elle s'est battue 2 fois pour mettre son mari au pouvoir et pour mettre son fils au pouvoir. Donc, c'était une stratège politique, comme les Ndate-Yalla étaient des stratèges politiques, parce qu'on ne les a jamais élus pour diriger le royaume, mais elles ont arraché le pouvoir aux hommes. Mais c'est parce qu'il y a un contexte culturel qui le permettait. Or, malheureusement, on arrive à l'indépendance, on a expliqué de 45 à 58 comment toutes ces femmes se sont mobilisées pour donner leur part dans la conquête pour l'indépendance. Mais une fois l'indépendance obtenue, on a une constitution, on a des règles qui sont un modèle, une copie de ce qui se passe de la France. Et la France est un régime purement patriarcal qui n'accorde pas beaucoup d'égards à la femme. Jusqu'à aujourd'hui, on se bat encore pour certains égards. Alors, qu'est-ce qui se passe? C'est la langue française qui devient la langue dominante. Et aujourd'hui, je vous dis, la première révolution culturelle, c'est les femmes de 1945. Quand elles ont amené d'abord les hommes, l'alternance entre des Noirs à la place des Blancs, mais quand elles ont obligé les hommes politiques, parce qu'elles faisaient la majorité de l'électorat désormais, à parler dans la langue. Donc ce n'était pas une innovation lorsqu'on a introduit le Wolof à l'Assemblée nationale. Non, c'est bien que Aram Diène l'ait fait. Mais je veux dire qu'avant Aram Diène, il y a eu des précurseurs. C'est ça qu'il faut dire. Ce qu'Aram Diène a fait, c'est extraordinaire aussi. Donc maintenant, on arrive au pouvoir et on a un modèle tout à fait français. Ce sont les diplômes qui vous donnent des positions dans l'espace politique. Et les femmes ont été écartées. Et maintenant, on arrive à ce que j'appelle le féminisme d'État. C'est le Parti socialiste qui se met en place à organiser les jeunes et les femmes. Comment il a organisé les jeunes? La Fédération des associations féminines et le fait de Léopold Sédar Senghor par le biais de Tata Annette Mbaye d'Erneville qui a fédéré 13 organisations. Mais c'est la suggestion de Senghor, elle l'affirme elle-même. Ensuite, le groupement de promotion féminine qui a fait ses beaux jours pour faire un maillage du monde rural, c'est Aminata Mbengue Ndiaye et sa génération. Ensuite, dernière organisation avant l'alternance du Parti socialiste, c'est le Conseil sénégalais des femmes, après le sommet de Beijing, et c'est Doudou Sine, qui était au CESTI, qui était un des idéologues du Parti socialiste, qui a mis en place le Conseil sénégalais des femmes, le COSEF. Donc, voilà, quand on regarde la trame de l'histoire, finalement, les femmes ont été, les femmes ont été instrumentalisées par le parti au pouvoir. Mais il y a eu une première parenthèse, il y a eu pour moi 2 parenthèses. La première, c'est la parenthèse avec Marie-Angélique Savané. Marie-Angélique Savané, à qui je crois, on lui rendra hommage un jour, parce que Marie-Angélique Savané, c'est elle qui a amené la première rupture de revendication politique des femmes en mettant en place l'organisation Yewi Yewi, qui a permis la création d'autres métastases d'organisations. Mais évidemment, c'est des organisations qui appartiennent à des partis de gauche. Parce que le parti de droite, qui était le Parti socialiste, a mis en place les différentes organisations dont je vous ai parlé. Et les autres, de la gauche, surtout de Marie-Angélique Savané, eh bien voilà ce qui s'est passé avec l'alternance revenue en 2000, où c'est les partis de gauche ont rejoint le Parti libéral d'Abdoulaye Wade. Finalement, ça a complètement brouillé les repères et c'est là où commence le déclin pour moi du mouvement social féminin au Sénégal. On n'a plus assisté à ces revendications fortes, extrêmement importantes, qui ont conduit à la loi de 1999 contre les violences faites aux femmes sous la houlette de Binta Sarr, de la feu Binta Sarr de Kaolack à Professe, qui sont aussi des mouvements maoïstes à l'époque. Et il y a eu la parenthèse, ce que j'appelle la parenthèse de la parité en 2010, où j'ai eu aussi, avec le caucus des femmes leaders, nous avons joué un rôle prépondérant, mais que j'appelle une parenthèse de la parité du mouvement social des femmes. Et aujourd'hui, le déclin, il continue. Et c'est là où ce que vous dites est intéressant. Il y a de nouvelles générations de femmes
qui utilisent les moyens que leur confère la modernité, la technologie aujourd'hui, et qui sont en train de faire aussi le travail équivalent à leur époque, à leur idéal. Donc, beaucoup, surtout avec les réseaux sociaux aujourd'hui, voilà, on a beaucoup plus de liberté. Il y a beaucoup plus de liberté, mais il faut que ça se transforme dans un accomplissement sur le terrain. C'est ça. Voilà, donc il y a les deux éléments qu'il faut faire des jonctions. Peut-être que nous allons travailler à la jonction de ces différents mouvements, puisque j'ai un grand programme qui s'appelle WPPP, Women Political Participation, qui travaille sur le leadership des femmes en politique. Et l'idée, c'est de faire la jonction entre ces différentes générations pour que les femmes politiques, il faut que les femmes aillent en politique, il faut que les jeunes générations aillent en politique. Et parce que quand on regarde toute l'histoire, je dis, on a appris ce que j'apprends moi sur l'histoire des femmes dans le passé et aujourd'hui, c'est que la stratégie de revendication du droit, c'est différent de la stratégie de conquête du pouvoir. Depuis l'indépendance, nous ne faisons que de la stratégie de revendication du droit. Et quand on revendique, on vous donne ce qu'on a envie de vous donner. Or, si Ndate Yalla a pris le pouvoir au Walo et Nyambad Mbodj, c'est parce qu'elles avaient une stratégie de conquête du pouvoir. Si Yacine Boubou a installé et son mari et son fils au pouvoir, c'est qu'elle avait une stratégie de conquête du pouvoir. Et je crois qu'on doit beaucoup apprendre de ces femmes-là. Si Soukaina Konaré ont obtenu le droit de vote, c'est une stratégie de conquête, pas une stratégie de revendication. Et je crois que les deux concepts sur lesquels je travaille aujourd'hui, c'est cela. Et puis je dis la stratégie de conquête, de revendication du droit, n'a jamais permis de combler le gap et l'écart qui existe entre les hommes et les femmes. Surtout qu'aujourd'hui, ils se creusent de plus en plus cet écart. Bon voilà, donc les nouvelles générations, peut-être que c'est ça qu'on peut leur apporter nous comme chercheurs, parce qu'on ne s'y trompe pas, c'est par la réflexion, c'est par la production scientifique, c'est par les idées que le monde avance. Ça a toujours été comme ça. Et il faut que tout le monde apporte sa partition. Et donc c'est pourquoi Télé-École est un bel espace pour nous permettre d'atteindre cet objectif. C'est la mémoire qui va justement nous permettre de tous nous rassembler autour de cette réflexion. C'était ce que nous avions à vous apporter aujourd'hui et je pense que c'était plus qu'édifiant, chers téléspectateurs de Télé-École. Professeur, merci beaucoup pour votre présence. Merci beaucoup pour votre aura et à très bientôt. Merci à vous aussi d'avoir si bien conduit cette émission et félicitations. Au revoir.